Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes. 2021, c'est dans quelques semaines seulement et c'est l'année de l'élection présidentielle. Un rendez-vous historique qui va permettre aux Congolais d'élire leur président de la République. Les états-majors politiques mobilisent leurs bases. Au milieu, la société civile qui veut jouer un rôle prépondérant, un rôle majeur pendant cette période. Il y a quelques jours, acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, et bien entendu, la société civile était à Madjingu, dans le département de la Bouenza, pour une concertation, un dialogue en vue de créer les conditions d'un scrutin présidentiel apaisé, libre et transparent, donc un scrutin dédramatisé, car au-delà de la bataille électorale, il s'agit d'abord et avant tout de préserver la paix, l'unité et la concorde nationale, tel que l'a toujours prôné le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce qui nous amène à poser la problématique de l'exercice de la démocratie en Afrique en général et au Congo en particulier. Le regard de la société civile sur cette problématique, c'est le point central de cette émission dans laquelle nous recevons M. Germain Cephas Ewangi. Il est secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Germain Cephas Ewangi est aussi coordonnateur des réseaux et associations de la société civile pour la gouvernance démocratique et électorale. M. Cephas Ewangi, bienvenue dans Éclairage. Merci beaucoup. Alors, première question, il s'agit de la pratique démocratique. Au sortir des indépendances, je parle des indépendances des années 60, la plupart des États africains ont adopté la démocratie comme mode de gouvernance politique de leurs États. La décennie 90 a été celle des conférences nationales où il y a eu la restauration en ce qui concerne le Congo de la démocratie, du pluralisme politique. Alors, vous êtes acteur de la société civile, un acteur principal de la société civile. Quand vous regardez les pays africains, quelle est votre opinion sur la pratique démocratique en Afrique? Au regard de beaucoup de données historiques, on ne parlerait pas de la pratique démocratique en Afrique comme un phénomène récent. C'est un phénomène qui date. Quand on parcourt les écrits de l'historien burkinabé Kizerbo, il se retrouve qu'il énonce qu'il y a des siècles, en prenant référence au royaume Mossi et au royaume Fouta-Djalon, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on avait à cette époque déjà des systèmes d'organisation sociale qui paraissaient à bien des égards être supérieurs aux autres modes d'organisation en Europe et ailleurs. Et déjà, on voyait des systèmes d'organisation qui faisaient état de la séparation des pouvoirs, qui faisaient déjà état des grands électeurs, qui faisaient déjà état des formes de décentralisation, qui avaient des mécanismes sur la recherche des compromis et des consensus. Si des pratiques comme la colonisation, des pratiques nocives comme la traite négrière n'étaient pas venues bouleverser l'évolution de la pensée en continuité et en discontinuité sur le continent africain, peut-être dans l'histoire on aurait retenu même les prémices réelles de la démocratie sur le continent.
Mais quoi qu'il en soit, la réalité étant ce qu'elle est, on note qu'après nos indépendances, tous les États africains pratiquaient presque l'exercice de la démocratie. Ce qui fait que les premiers dirigeants sur le continent ont été élus sous cette forme. Et l'Afrique va connaître un certain nombre de problèmes particuliers, des antagonismes ethniques, des divisions à caractère communautaire. On finit par mettre un peu comme l'existence des embryons de nos États sous un effet de menace, ce qui a conduit beaucoup de dirigeants à cette époque de refaire recours, sinon de faire recours au système de parti unique, dans l'esprit de créer, de consolider la cohésion nationale et de se fixer un seul objectif, qui était d'abord celui de développer leur pays. Au début de la décennie 90, on va connaître un rebond du système de la démocratie en Afrique, consécutif à la chute du mur de Berlin, appuyé par les discours de François Mitterrand à la Bonne, et depuis, l'Afrique s'est réengagée. Et d'autres penseraient que l'Afrique s'est réengagée un peu sous le bâton. Mais je ne partagerai pas cet avis. C'était un sentiment profond qui habitait les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et les dirigeants africains, conscients de ces enjeux, lors de la tenue de la session inaugurale de l'Union africaine et l'adoption de la charte y afférente, les dirigeants africains ont officiellement pris l'option de faire que tous les États africains devaient s'accommoder aux règles du jeu démocratique. Et ce qui fait que l'Union africaine a pris même une option, et qui se veut à ce niveau même sacré, qu'au niveau des États africains, si quelqu'un accède au pouvoir par des mécanismes non démocratiques, cela devait même conduire à la suspension de cet État. Donc, c'est un choix qui est fait, et depuis lors, les États africains sont en train d'avancer sur ce chemin difficile de construction de la démocratie, qui est un mécanisme noble, qui crée les conditions optimales de l'épanouissement des citoyens, des développements économiques et harmonieux des pays, pourvu qu'on s'y accommode comme il convient. Et l'histoire de l'Afrique montre que même là où ça a triomphé, ça a toujours été une marche difficile et même très difficile. Mais l'Afrique est en train de faire son chemin, et on peut même dire que l'Afrique avance mieux que les pays aujourd'hui que nous considérons comme étant des démocraties accomplies. Mais il faut relire leurs histoires pour savoir que, évidemment, il y a eu beaucoup de repentissements dans leur histoire. Donc, nous sommes en train d'avancer, et dans ce lot, on a notre pays, la République du Congo, qui avance, et très bientôt, comme vous venez de le dire dans votre mot introductif, nous aurons un rendez-vous majeur en 2021 avec l'élection du président. Alors, ce qui suppose, M. Sefase Wangui, que la démocratie n'est pas quelque chose de nouveau en Afrique. Vous l'avez dit, l'Afrique était organisée selon un système de caste, un système démocratique, on va le dire, et quand les systèmes démocratiques s'installent dans les États africains, ce n'est pas donc nouveau. Et vous pensez que la démocratie s'exécute normalement, et dans ce processus, vous avez souligné un certain nombre d'éléments et d'instruments juridiques soulevés par l'Union africaine pour justement soutenir la démocratie africaine. Alors, Président, on peut penser avec vous que la démocratie n'est pas l'apanage des Occidentaux. Elle peut être adaptée réellement à l'Afrique. Non, il faut d'abord dire, quand on dit la démocratie, on veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que la démocratie? Non, la démocratie, bon, en prenant de manière la plus simple cette définition devenue aussi célèbre que coutumière d'Abraham Lincoln, que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais en d'autres termes, on dirait que la démocratie aussi c'est un système qui est opposé à d'autres formes de gestion des États. En d'autres termes, les systèmes dictatoriaux, comme on a connu le fascisme, comme on a des systèmes oligarchiques et tout. Mais la démocratie aussi, c'est un mode d'organisation sociale où les citoyens d'un pays s'accordent entre eux sur un certain nombre de mécanismes, de manière à l'unanimité ou consensuelle, adepte, voilà notre mode de gestion. Donc c'est un mode
qui n'est pas dicté, qui tient en ligne de compte les différentes sensibilités, qui tient en ligne de compte la manière de prendre les décisions qui fassent que quand il y a une majorité qui existe, que ceux qui sont minoritaires se soumettent à cette majorité, mais aussi que cette majorité puisse savoir respecter ce qu'on peut appeler les droits des minorités. En voyant cela, et en essayant même de faire recours à nos formes de tradition, y compris congolaises, vous allez vous en rendre compte que le mode de gestion, le mode d'organisation n'est pas loin de s'assimiler aux règles de la démocratie. Parce que nos parents au village, qui n'ont que foutre de la sémantique démocratique qu'ils ne connaissent pas, mais vous voyez leur mode d'organisation. À chaque fois qu'il y a un problème dans le village, le chef du village ne prend pas la décision de façon autoritaire. Le chef du village avise tout le monde et le soir, les gens se retrouvent autour de la case du village qu'on peut appeler Mbongi ou quoi par ici, et ensemble, on décide et on prend une option qu'on respecte. Donc, tout ça, ce sont des germes, des formes de démocratie. Et même quand on parle de la démocratie elle-même, vous savez que le mode d'organisation démocratique n'est pas unanime dans le monde entier. Nous venons là de suivre l'élection américaine. On ne veut pas des grands électeurs. En Afrique, on ne connaît pas les problèmes des grands électeurs. Une élection peut se passer, quelqu'un a plus reçu des suffrages dans le vote, mais il perd l'élection parce qu'il y a un autre qui a gagné des grands électeurs. C'est un mécanisme propre aux États-Unis. Donc, ce qui suppose que malgré les soubresauts qu'on enregistre partout en Afrique, la démocratie a un avenir sur le continent. Elle est censée avoir un avenir. Parce que quand on parle de la démocratie, on dit en d'autres termes quelque chose. Il s'agit des États qui se veulent désormais modernes. Les États étant modernes, on confère au pouvoir politique un fondement légitime. Donc, ce qui fait que on accède au pouvoir à travers un certain nombre de mécanismes édictés par des règles adoptées à la régulière. Même si on peut constater, du point de vue des rapports de force entre les États, qu'il y ait des pays comme occidentaux qui ont des systèmes politiques avancés, adaptés à des particularités de leur propre culture, mais qu'on essaie de nous les imposer par la force, de faire exactement comme eux ils veulent, comme eux ils apprécient. Mais évidemment, cette manière de faire est dictatoriale, elle n'est pas démocratique. Il faut laisser aux Africains le temps d'expérimenter ce système, le temps de les accommoder à leur propre culture, à leur propre civilisation, à leur propre spécificité, pour que ça puisse avoir véritablement de l'ancrage dans leur propre conscience, et en ce moment, tout le monde va s'adapter, d'avancer. Mais tel que se fait aujourd'hui, nous disons qu'il s'agit, en tenant compte des particularités qui existent, de ces particularités, on construit l'universel. Et de la démocratie, des valeurs universelles qui aujourd'hui sont largement partagées par tous les peuples à travers le monde. Monsieur Séfassé Ouangui, nous avons laissé théoriser sur la démocratie parce que le constat sur le continent est à un certain degré amer, parce qu'on a constaté en Afrique que pendant les élections, il y a des contestations, pourtant il y a des principes qui sont édictés, mais il y a des contestations, il y a parfois des guerres civiles à cause des élections. Alors, quelle est votre opinion sur cette manière de faire la démocratie en Afrique? L'histoire de la démocratie nous renseigne que cette démocratie émergente à la Grèce antique a évolué de façon discontinue jusqu'à aujourd'hui. Mais on note aussi dans un certain nombre d'États où, à l'absence des partis politiques de qualité, parce que c'est ça le grand problème, parce que les partis politiques constituent les moteurs de la démocratie. Les partis politiques sont des structures à travers lesquelles les populations s'exercent à la vie démocratique. Et l'éducation, les valeurs que doivent promouvoir les partis politiques doivent avoir même une répercussion dans les maisons et dans les familles, parce que ceux qui composent les partis politiques sont également les membres des différentes familles. Malheureusement, pour beaucoup de pays, les partis politiques se sont créés sur les bases communautaires. Et quand c'est créé sur les bases communautaires, finalement, on finit par faire fi des valeurs démocratiques. On commence à soutenir un candidat par le fait que vous êtes la même ethnie. Et il arrive que le parti qui gagne au pouvoir
si le leader n'a pas un sens élevé du devoir de l'État, mais évidemment, ça devient comme si le pouvoir d'État appartient à une ethnie qui se met à marginaliser et les autres. Et les autres, le moment qu'ils auront marre de cette marginalisation, et quand une élection arrive, ça veut dire que perdre cette élection, ou accepter de perdre cette élection, même si les autres avaient été majoritaires, c'est accepter que les 5 ans qui vont venir, de continuer à vivre les mêmes marginalisations. Ce qui fait que on finit par faire une contestation qui soit justifiée ou pas, et cela enclenche les guerres, malheureusement, que nous pouvons reconnaître, qui ont fait beaucoup du mal à l'Afrique, parce que ça a occasionné beaucoup de décès, beaucoup de pertes matérielles, etc., etc. Voilà pourquoi l'Afrique aujourd'hui a un grand défi. Ce défi, c'est de faire que ces riches, des partis politiques performants. Alors, M. Sefa Sewangui, 2021 approche, c'est dans quelques semaines seulement, et c'est l'année de l'élection présidentielle. Et en vue de préparer cette élection, les acteurs politiques et vous de la société civile, vous vous êtes retrouvés à Madingou, un rendez-vous historique pour préparer justement cette échéance. Alors, comment avez-vous apprécié les travaux et qu'est-ce qu'on peut retenir des assises de Madingou? Bon, je ne voudrais pas classer Madingou comme étant un événement historique. Pourquoi? Parce que dans la marche et dans l'évolution de la démocratie congolaise, force est de constater que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, tient à faire que la démocratie congolaise soit une démocratie participative. À ce titre, nous avons eu, dans un passé récent, par exemple, Mme Claudine Mounari, est membre du gouvernement, et à ma connaissance, Claudine Mounari n'a jamais été membre du Parti congolais du travail. Clément Mwamba, nommé Premier ministre, je pense qu'au départ, il était même issu de l'UPADES. Donc le président de la République est pour cette démocratie participative. Est aussi pour une démocratie qui ne crée pas de fractures. Ce qui fait que le pays a des règles, des lois qui sont connues, et quand la période électorale arrive, les uns et les autres se préparent à la bataille électorale, et chaque organe se met en position d'apporter la contribution qui peut être la sienne pour la tenue de ces élections. Ce qui fait que vous ne me citerez pas des pays en Afrique où, avant chaque élection, les forces politiques s'asseyent. Ça devient comme une particularité congolaise, et voilà pourquoi Madingou rentre dans une succession de concertations politiques dont les précédentes ont eu à Brazzaville, à Djibouti, à Sibiti, à Ouesso. Donc c'est devenu une coutume pour le président de la République. Nous allons vers les élections. Il y a des institutions en place qui ont en charge de préparer les élections, mais avec la volonté du président, on organise une concertation, on appelle l'ensemble des parties prenantes pour dire, bon, dans le cadre des élections qui pointent à l'horizon, voilà là où nous sommes. La fois passée, voilà ce que nous avions décidé, voilà les options que nous avons prises, voilà les efforts que nous avons faits jusqu'aujourd'hui, et pour l'avenir proche qui arrive, voilà ce que nous entendons faire pour que nous arrivions à une élection qui ne nous pose pas assez de problèmes, cela dans l'occasion également aux autres proposants d'intervenir. Ceux qui ont des soucis, il peut arriver que vous ayez des soucis et des craintes qui peuvent se dissiper à partir des explications que vous pourriez avoir. Et vous pouvez aussi avoir vos points où vous trouvez qu'il y a des choses qui sont négatives, vous pensez qu'il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut que nous allions vers ceci. Ce qui engage un dialogue et qui permet que, bon, à la fin, les uns et les autres s'en sortent là, ayant obtenu satisfaction ou moins de satisfaction. Et il faut aussi se rendre compte que dans ces concertations, il n'y a pas que ceux de l'opposition qui revendiquent, mais il y a aussi ceux qui sont dans la majorité qui aussi soulèvent certains points de faiblesse. Donc là, on est dans la recherche d'améliorer. Quelles sont nos faiblesses? Aucune œuvre humaine, quelle qu'elle soit, ne peut être parfaite. On peut aussi dire, à contrario, aucune œuvre humaine, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas être totalement mauvaise. Donc, là où c'est très bon, on peut trouver certaines faiblesses à l'intérieur. Là où on pense que c'est mauvais, on peut aussi avoir des bonnes leçons à tirer. Et je salue donc la magnanimité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de donner à l'ensemble des forces vives de la nation ce genre d'occasion qui permet aux uns ou aux autres de s'exprimer. Et on a constaté que même des débats
qui paraissait tellement de très violent, qui paraissait tellement de très dur, mais à la fin, vous voyez les mêmes acteurs en toute convivialité, se congratuler, se tenir la main de la main pour sortir de la salle. Voilà la culture démocratique dans cette domaine qui est en train de prendre corps, et nous voulons qu'il en suive ainsi et que tout le peuple comprenne que le jeu de la démocratie, c'est le jeu des intérêts d'un certain nombre d'acteurs politiques. Comme le jeu politique est constitué et de l'opposition et de la majorité, dont les intérêts ne coïncident pas par définition, quand ils sont entre eux, ils se heurtent, mais en se heurtant, ils défendent ses intérêts, mais après nous avons un intérêt supérieur de ces intérêts particuliers. Cet intérêt supérieur, c'est le Congo, notre pays qui nous appartient tous, et que nous devons conserver la paix, l'unité et créer les conditions optimales pour la construction de ce pays, pour qu'il devienne un pays qui produise le bien, le bonheur de ses filles et de ses filles. Et dans cet idéal, il n'y a plus opposition, il n'y a plus majorité, il n'y a que des Congolais. Voilà, opposition, majorité, il y a aussi la société civile, mais à Madzingu, la question de la participation de la société civile au sein de la Commission nationale électorale indépendante a été posée. Il y a eu des acteurs politiques qui ont pensé que la société civile ne devait pas participer à cette commission, étant donné que la société civile ne concourt pas directement à l'élection. Alors, quel est votre point de vue à ce sujet? Les vraies commissions, les commissions les plus efficaces, les commissions électorales les plus performantes sur le continent africain, on peut citer l'île Maurice, on peut citer l'Afrique du Sud, on peut citer le Ghana, c'est toujours pris en référence. Dans ces commissions, les partis politiques sont exclus par principe. Parce que les partis politiques sont les concurrents. Mais comment vous êtes les concurrents et vous devez être les organisateurs? C'est ça qui crée les grèves. C'est ça qui crée les conflits. Souvenons-nous qu'en Côte d'Ivoire, une commission électorale indépendante composée de la majorité et de l'opposition. En Côte d'Ivoire. C'est au moment qu'on était en train de proclamer les résultats par le président de la commission, qui était censé être certainement proche, soi-disant, de la tendance Ouattara, que le rapporteur général, qui lui était proche du parti de Laurent Gbagbo, a arraché les résultats devant les caméras de la télévision et les a déchirés. Vous voyez le fruit que ça donne. Ça se passe en 2011. Ça se passe en 2011 en Côte d'Ivoire. On peut même dire que c'était un acte de déclenchement de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc les commissions dans les pays que je vous ai dit, ces commissions ne sont exclusivement composées que par des acteurs de la société civile, puisqu'ils ne sont pas concurrents. En voulant écarter la société civile, il y a un danger. Non, il faut qu'un jour qu'on fasse un vrai débat, puisque nous avons souvent des débats récurrents sur les questions électorales. Après les périodes des élections, on fait un débat pour qu'on retienne quel est le mode de la commission que nous voulons avoir et quels doivent être les acteurs censés faire partie de la commission qui organise les élections. Je prends à titre d'illustration toujours le cas du Ghana. Les membres de la commission sont issus de la société civile, et quand je parle de société civile, on se limite pas simplement aux organisations spécialisées. La société civile, pour notre sens plus large, avec des sociétés savantes, avec des personnalités universitaires, avec le clergé, bon, avec des individualités. On fixe les règles rigoureuses de moralité, d'expertise et tout. On tombe sur le consensus des personnes, on les nomme. Ils n'ont pour travail que organiser les élections. Ils ne sont ni d'un camp, ni d'un autre. Mais souvenez-vous, au Congo, en 93, c'est la CONUCELA qui organise les élections législatives anticipées. Nous sommes à Mosaka. L'élection législative oppose Gabriel Bokilo et Bokama Yangouma, paix à leurs âmes, puisque c'est nos deux aînés qui n'existent plus. Mais quand les règles veulent que les membres de la commission valident l'élection par la signature des procès-verbaux, mais quand un camp s'est senti perdant, a refusé de signer les procès-verbaux et s'est retiré de la commission. Qu'est-ce que c'est passé? Mosaka est resté sans député jusqu'au bout. Donc, la présence des partis politiques dans la commission électorale, c'est ça le grand danger. Il faut que les partis politiques ne soient que les concurrents, et la commission électorale, c'est un autre organe qui est composé des personnes issues de la société civile pour arbitrer ces compétitions. La règle, le jeu que nous ferons, le vrai débat, certainement, je suis convaincu que nous y arriverons. Pour le cas de notre commission, comment elle est composée? Le choix pour la République du Congo, après
les malheureuses situations de 1997, après la tenue de la grande conférence sur la réconciliation, la paix et la reconstruction du Congo, on s'est dit, on ne fait pas confiance les uns des autres, donc mettons-nous tous ensemble, ouvrons tous les yeux, participons ensemble à l'organisation des élections. Et c'est ça qui a concouru à ce que la commission actuelle ait cette configuration, à savoir l'État d'abord, ce qui fait que à la tête de nos commissions, généralement, c'est un magistrat qu'on met en place, parce qu'ils représentent l'État. Après, vous avez les partis politiques de la majorité, qui occupent la première vice-présidence, les partis politiques de l'opposition, qui occupent la deuxième vice-présidence, les partis politiques des partis dits du centre, qui occupent la troisième vice-présidence, et la société civile qui occupe la quatrième vice-présidence. Toujours en se fondant sur le fait qu'on ne veut pas se faire confiance à tout bout de champ, cette politisation de la commission, on l'a fait au Congo jusque dans les bureaux de vote des ordres, tel que c'est composé à l'échelle de la commission nationale. Désormais, même les bureaux de vote sont composés de cette manière. On a 4 assesseurs et les assesseurs représentent chaque composé. Et également, dans les commissions locales, c'est la même chose. Oui, mais ça, c'est pour créer les conditions de C'est un choix. C'est un choix. Alors, est-ce qu'on peut dire que Madzingu a été un succès ou un échec? De mon point de vue, on ne parlerait ni de succès, ni d'échec. Est-ce que Madzingu a été utile? Oui, ça a été important. Mais juste après Madzingu, la Couragette a organisé donc une assemblée générale. Oui. Il y a eu de nouvelles instances, il y a eu des conclusions. Est-ce une coïncidence après Madzingu? Non, depuis 2002, on peut même dire qu'avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo, on peut aussi compter l'appui de l'UNESCO, à l'époque avec M. Ernest Fassbender, qui était le représentant, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons commencé à recevoir des appuis permettant aux organisations de la société civile, dont l'objet est en rapport avec les élections, de s'organiser et pour accompagner dans toute la mesure du possible l'ensemble des processus, et comme cela se passe dans tous les pays du monde entier. Donc l'éducation, la sensibilisation des populations, c'est la clé de voûte des actions que les organisations de la société civile sont censées mener en période électorale. Deuxième niveau, il y a des actions de plaidoyer. Les actions de plaidoyer qui consistent à ce que, étant conscients des règles du jeu, que nous observions attentivement l'action des acteurs politiques, et dès que nous constatons qu'il y a des déviances, qu'il y a des attitudes attentatoires, susceptibles de conduire dans l'impasse le processus démocratique, en ce moment, nous devons mener des actions pour attirer l'attention de ces acteurs, peut-être par des communiqués, oui, mais aussi par des rencontres directes pour discuter avec les uns et les autres pour dire, voilà les règles, et il ne faut pas aller vers là, sinon vous allez mettre le pays et la démocratie en danger. Ça, c'est aussi un niveau. On a aussi d'autres niveaux, c'est l'implication des acteurs de la société civile au sein des organes, puisque la loi prévoit que les associations civiles également doivent être présentes. Mais ces acteurs doivent être formés, parce que les acteurs ne sont toujours pas les mêmes. Les années sont en train de passer, d'autres sont peut-être occupés à d'autres fonctions, d'autres aussi pour des problèmes parfois de santé, non plus des aptitudes à y travailler. Nous avons des nouveaux membres qui arrivent. Voilà pourquoi, à la veille des élections, puisque nous savons que c'est la fin du premier trimestre de 2021, bon, il fallait commencer vite à s'organiser et nous avons déjà prévu aller en assemblée générale, mais l'assemblée générale n'a pas pu se tenir parce que au moment où nous nous y apprêtions, le ministre de l'Intérieur a annoncé immédiatement la tenue de la concertation à Madzingu et l'équipe préparatoire a fini par juger mieux de laisser d'abord la concertation de Madzingu se tenir, du fait que par rapport aux résolutions qui vont être prises à Madzingu, ça peut avoir une incidence sur les actions que nous aurons à mener. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre assemblée générale? Bon, d'abord la restructuration des organes. Ils nous ont dit, M. Wandi, vous devez continuer, nous fût-ce pendant les quelques années, à mettre à la disposition de cette plateforme votre leadership. Bon, j'étais seul contre tous, je me suis incliné, c'est ça la démocratie, de continuer à faire ce travail. Maître Doman Delany a été reconduit comme coordinateur adjoint, Boussa Modeste comme secrétaire général, et les différents membres composants du bureau, y compris nos coordinateurs des départements. Ça a été fait. Ça, c'est au niveau de la
la structuration. Le reste, qu'est-ce que nous devons faire d'ici 2021? Bon. Que depuis 20 ans, je suis expert en observation électorale au niveau de la communauté économique des États d'Afrique centrale et au niveau de l'Union africaine. Donc, j'ai aujourd'hui à l'actif près de 60 missions d'observation sur le continent. Mais quand nous allons observer dans n'importe quel pays, pour que la mission se tienne mieux, soit facilitée, il faut rencontrer les organisations de la société civile bien structurées. Parce que c'est leur pays, ils y sont, ils connaissent tout ce qui se passe dans les détails près, même des observateurs quand vous arrivez 2 ou 3 jours avant le scrutin, vous allez faire une séance avec les organisations de la société civile, on vous donne des pistes, on dit voilà comment est la réalité, voilà les pistes, voilà comment vous pouvez travailler. Donc, nous ne devons pas nous mettre en marge de ce genre de dynamique. Donc, il faut que notre société civile devienne davantage plus forte, davantage plus structurée. Et pour 2021, nous avons pris la résolution de mettre sur le terrain 1500 observateurs. Ce serait nombreux. C'est un défi colossal, mais nous allons nous battre pour être à la hauteur. Je dis que d'ici mars 2021, en tout cas, notre calendrier va être très plein et même très chargé. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci. Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes.